Face aux grandes tragédies, on a tous envie d'être solidaires avec le monde entier. L'émotion créée par la catastrophe en Asie du Sud-Est a suscité un élan de générosité sans équivalent dans le monde entier. Mais on voit bien que toutes les causes ne se valent pas. L'ONU a du mal à rassembler des fonds, comment l'expliquer ? Ça s'explique notamment par la mauvaise image du Pakistan. Même moi, j'observe que j'éprouve plus d'empathie quand je peux m'identifier à celui qui souffre, plutôt qu'à un malheur touchant des gens lointains et avec qui je n'ai rien à voir. C'est en tombant sur un livre passionnant que j'ai pu éclairer les ressorts de ce malaise. Sama Karaki est docteur en neurosciences. Dans son essai L'empathie est politique, elle fait le point sur ce que la science dit vraiment de l'empathie. Elle démontre que s'y fier est un piège, car l'empathie est fondamentalement biaisée par notre société et propose de changer nos manières de s'intéresser à l'autre. Alors qu'est-ce que les sciences cognitives nous apprennent de l'empathie ? Comment notre société biaise-t-elle notre compassion pour l'autre ? Faut-il se débarrasser de l'empathie ? L'empathie, tout le monde sait intuitivement ce que c'est. Les sciences cognitives, elles, la définissent comme une forme de contagion émotionnelle à la vue de l'émotion d'autrui. Moi, je pensais que l'empathie était un affect positif et universel. Mais ce qui m'a troublé en ouvrant le livre de Sama Karaki, c'est qu'elle nous dit d'emblée que l'empathie est fondamentalement biaisée, notamment parce qu'elle est sélective. En gros, il est impossible d'éprouver de l'empathie pour tout le monde ou pour toutes les causes. D'abord, la sélectivité de l'empathie, elle est liée à la proximité de l'autre, simplement par le fait que pour que je puisse faire cette identification, j'ai d'abord besoin de poser le regard sur l'autre, de poser mes sens. Donc elle est sélective d'abord par la distance qui me sépare de l'autre, géographique, culturelle, physique. On le sait que nous avons plus d'attention portée à des événements qui touchent des pays stables par rapport aux pays du Sud, pour lesquels on considère que ce sont des faits prévisibles, répétitifs et fréquents. Donc il y a plus d'empathie pour l'Ukraine qui était globalement en paix que pour l'Afghanistan où on a toujours la sensation que finalement les guerres sont un peu éternelles. Complètement. Donc il y a une forme d'engourdissement, comme celui que nous avons pour l'attention que nous portons à des bruits qui au bout d'un moment deviennent des bruits de fond. Nous ne pouvons pas être sensibles de manière égale à toutes les misères, à toutes les souffrances, à toutes les catastrophes du monde. Nous avons des élans hiérarchisés en fonction de notre histoire, de notre situation. L'empathie, elle va être beaucoup plus éprouvée pour les personnes qui nous ressemblent au niveau d'origine ethno-raciale. On va le faire aussi pour des personnes qui sont considérées comme attirantes par rapport à d'autres, avec des traits qu'on associe à l'innocence. L'empathie est intrinsèquement sélective. Peut-être est-ce que vous auriez une étude scientifique, un protocole qui a été fait pour le démontrer Alors, il y a deux façons pour qu'on puisse étudier si une personne éprouve de l'empathie. Soit on regarde à quel point il y a des représentations partagées au niveau notamment des circuits de la douleur. C'est des circuits qu'on voit activés quand on vit une expérience de souffrance physique ou psychologique, ou on regarde l'expression d'une réponse au stress. Concrètement, les mains moites, par exemple. Voilà. Selon qu'on souffre soi-même ou selon que le partenaire souffre, les régions recrutées dans le cerveau sont celles de la douleur, indiscutablement, et ce sont quasiment les mêmes régions. L'empathie est sélective et elle s'applique d'abord à ceux qui nous ressemblent. Dans son livre, Sama Karaki cite une étude chinoise de 2009 qui a prouvé ça en étudiant les réactions cérébrales de deux groupes, des Caucasiens et des Chinois, en les exposant au spectacle de la douleur. Ces scientifiques ont observé que cette réaction était beaucoup plus fortement activée quand l'individu était exposé à la douleur d'une personne de sa propre ethnie et diminuée de façon significative pour une autre. Plus largement, les études compilées par Sama Karaki montrent qu'on a toujours tendance à simplifier le groupe d'en face et à lui attribuer des traits plus grossiers. Ce phénomène peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle la contre-empathie. Il y a un terme allemand que vous évoquez, Schadenfreude. Alors, à quoi ça renvoie exactement ce terme allemand qui désigne la contre-empathie ? Alors, ce terme désigne justement le plaisir ressenti quand j'observe la souffrance de mon ennemi. On a fait plusieurs expériences qui sont assez fascinantes sur le degré de représentation de circuits, notamment de la douleur. Quand on est supporter d'une équipe, on va avoir une représentation partagée de souffrance et on ne va pas du tout avoir cette représentation, cette expression empathique pour les adverses. C'est-à-dire on serait quand même quasiment content de les voir souffrir. Donc le supporter de Marseille peut prendre du plaisir à voir souffrir un supporter du PSG. Complètement. Plusieurs milliers de supporters marseillais célébraient effectivement la défaite du PSG.
On va avoir même une hiérarchie morale et une infrahumanisation des exogroupes ou des personnes appartenant à de groupes externes où on leur attribue moins de singularité et moins de richesse psychologique. Ils sont tous comme ça, aussi, en gros, c'est le préjugé de... Voilà, on va dire les Arabes sont ou les Français sont, parce que plus les groupes sont éloignés et plus on va avoir une condensation de la façon avec laquelle on les juge et on va avoir donc plus de complexité quand on décrit notre propre groupe. Les biais de l'empathie se jouent au niveau des communautés. Mais plus profondément, ils imprègnent la structure de toute notre société. Parce que Sama Karaki montre que nos affects sont construits par l'histoire. L'exemple le plus éclatant de ça, c'est la différence de considération accordée aux victimes selon où elles se trouvent dans le monde. Pour penser cette question, elle s'appuie sur un concept élaboré par la philosophe Judith Butler dans son livre Ce qui fait une vie. The differential ways in which the value of life is gauged are informed by tacit schemes of valuation according to which lives are deemed to be more or less grievable, some achieving iconic dimensions, the absolutely and clearly grievable life, and others barely making a mark, the absolutely ungrievable, a loss that is no loss. Judith Butler, elle utilise un terme grievability, ou à quel point une vie est endeuillable, en quelque sorte, à quel point on attribue à une vie une valeur, ce qui permet aussi d'attribuer cette valeur à sa disparition. Ça nous ramène à un autre phénomène qui est l'effet de la victime identifiable. Non seulement on va avoir moins d'empathie pour les victimes afghanes parce qu'elles sont déshumanisées dans ce cas-là, mais aussi on a moins d'empathie pour beaucoup de victimes. Ça veut dire que quand une victime n'est pas identifiable, elle fond dans un chiffre. Tout le monde connaît la loi du mort kilomètre en journalisme. C'est très simple, plus le mort est loin, plus on s'en fout. Le problème, c'est qu'avec le mort kilomètre, l'équation est incomplète parce que là, Hollywood, c'est quand même à 9000 km et il y a quand même des Français qui chialent et qui mettent « Pray for LA » sur Instagram comme si Brad Pitt, c'était leur cousin. Et ben ça, c'est parce qu'il y a une deuxième loi qu'on connaît moins, parce que c'est moi qui l'ai théorisée. C'est la loi du mort mélanine. Plus le mort est bronzé, plus on s'en bat les couilles. Et ça, on peut le tester dans plusieurs situations, par exemple comme la disparition de George Floyd ou Alan Kurdi, le bébé qui a été trouvé noyé sur une plage, parce que d'un coup, nous avons une image, nous avons un corps, nous avons une victime identifiable. Ce que j'aime chez Sama Karaki, c'est qu'elle pose des mots sur une hypocrisie que je ressens souvent. D'un côté, nous sommes imprégnés de valeurs universalistes nous conduisant à considérer tous les humains libres et égaux où qu'ils se trouvent. De l'autre, on voit bien qu'au quotidien, certains drames bénéficient d'une attention massive, quand d'autres n'appellent que l'indifférence. Tout ça pose une question, comment expliquer cet écart ? Par notre histoire, répond Sama Karaki, car l'empathie du monde occidental est puissamment configurée par son passé colonial. La hiérarchie qui a été faite pendant l'époque des sciences racialistes, qui positionnait les groupes blancs comme étant supérieurs, il basait cette supériorité sur d'abord une sensibilité et ensuite une supériorité morale aussi. Donc, si on regarde un peu l'hiérarchisation qui a été faite des groupes humains, on va trouver qu'elle est fondée sur une séparation de capacité de sensibilité intellectuelle, mais aussi de discernement. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Vous dites à un moment dans le livre, certes la colonisation est finie, mais il y a quand même certaines structures du racisme du 19e siècle qui perdurent. Les sciences racialistes ont connu leur fin la moitié du siècle dernier, mais on va retrouver des représentations encore qui attribuent moins de sensibilité intellectuelle et physique dans les ouvrages d'études médicales jusqu'aux années 80. Par exemple, à qui ? Par exemple, les Noirs, dans ces ouvrages, sont encore considérés comme ayant moins de sensibilité physique avec des terminaisons nerveuses qui seraient moins sensibles que celles des Blancs, jusqu'à, en 2016, une étude du PNAS que je cite.
Elle montre qu'il y a des étudiants en médecine qui iront jusqu'à donner moins de 30% de morphine aux adolescents noirs à la sortie des opérations chirurgicales. Et quand on interroge ces personnes, ils ne diront pas que je suis ouvertement raciste, mais ça repose sur ce biais d'imaginer que le corps noir, c'est un peu thick skin, en fait une peau qui supporterait plus la douleur que la peau blanche. Et donc c'est une perception, en fait finalement, c'est une empathie, une projection de ce que est la souffrance de l'autre qui ne correspond pas à sa vraie expérience. Le racisme se joue dans cette différence attribuée à l'autre. Tout à coup, il sort du champ de mon empathie. Dans son livre, Sama Karaki liste 3 grandes formes de déshumanisation. Une déshumanisation, d'abord, c'est d'enlever à l'autre une capacité humaine et son appartenance à un groupe et sa singularité. Et donc, je peux aller jusqu'à lui enlever toute sensibilité humaine, donc lui renvoyer un objet, ce qu'on appelle une déshumanisation mécaniste, comme ça a été le cas dans plusieurs génocides où on utilisait en fait les corps des personnes juives ou des personnes coréennes pour des expériences de progrès médical. On peut aussi faire une comparaison entre des traits qu'on attribue à certaines espèces animales non humaines à des humains. Par exemple, on va animaliser, on dit, comme ça a été fait pour les Juifs, en les renvoyant d'ailleurs à des animaux auxquels on attribue des adjectifs. Ça veut dire que quand on dit que les Juifs étaient animalisés à des rongeurs... Oui, les Algériens aussi, qui sont dépeints comme des loups. Comme des loups, ou même où il y a aussi d'autres exemples de bactérisation, où on va en fait parler d'éradication. Toutes ces métaphores facilitent en quelque sorte le retrait de l'empathie. Et il y a enfin l'infériorité morale, donc par exemple, dire les gitans sont des voleurs, les homosexuels sont pervers, donc là c'est une autre forme de déshumanisation qui passe par le fait de retrancher des capacités, des vertus. Dans ce cas-là, on n'enlève pas à l'autre son humanité, mais on lui attribue des formes de déviance morale qui le positionnent comme hostile et comme une menace potentielle à un ordre de monde qu'on considère comme étant bon. Et donc là, on va retrouver beaucoup ces rhétoriques, par exemple dans les discours de Trump, sur la défense qu'il fait d'un ordre moral qui serait le bon, menacé par des minorités déviantes. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Alors, il y a une animalisation, mais il l'infrahumanise parce que, si sous-entendu, en fait, ils sont tellement humainement bas qu'en fait, ils ont recours à des pratiques sauvages quasiment. Complètement, donc une forme de déchéance de comportement, et donc en fait de créer une forme de panique envers ces personnes en les infrahumanisant, ce qui fait, pour revenir à Butler, l'absence de deuil et de pleurabilité envers les victimes. Il y a donc 3 grandes formes de déshumanisation. La déshumanisation mécaniste, quand on abaisse un groupe au rang d'objet. La déshumanisation animale, en assimilant par exemple des individus à des rats ou à des singes. Et enfin l'infrahumanisation, qui prête une infériorité morale à tel ou tel groupe. De façon évidente, on a tous en tête la propagande par temps de guerre, qui s'appuie sur ces logiques de déshumanisation pour rendre un peuple insensible au massacre de l'ennemi. Ce qui est étonnant, c'est que ce mécanisme de déshumanisation a pour corollaire une logique inverse et tout aussi perverse, qui est celle de l'exploitation du statut de victime pour justifier une domination. Dans son livre, Sama Karaki cite un psychologue qui s'appelle Ofer Zur et qui explique que revendiquer le statut de victime et en rejeter le blâme sur autrui peut permettre d'accéder à une supériorité morale tout en rejetant la responsabilité de son propre comportement. Là encore, ce sont les biais de l'empathie qui rendent possible de tels retournements, comme dans le cas du racisme anti-blanc. Le présumé racisme anti-blanc peut justement complètement ignorer les rapports objectifs de force et de domination entre les blancs aujourd'hui et les personnes racisées pour s'asseoir sur un ressenti et donc sur un phénomène affectif dans lequel je sens que je suis réellement en perte d'une forme de privilège. Et c'est vrai que si je le vis comme un privilège et qu'on me le prend, je me sens et je me vis comme victime. Et on ne peut pas arrêter ces ressentis. On peut aussi le voir dans le cas, par exemple, d'une forme de réaction masculiniste à l'ouverture de la parole après MeToo, avec l'idée que les hommes seraient en danger, que la virilité serait attaquée. On n'a plus le droit de tenir la porte aux femmes, aider les personnes âgées à porter leurs courses. Détenir des armes, s'intéresser à l'histoire, aimer son pays. Il y a une façon aussi peut-être là de ce que le psychologue Ofer Zur que vous citez dans le livre appelle le retournement du statut de victime.
Voilà, et je me méfie de considérer que ce sont des intentions individuelles délibérées. C'est-à-dire qu'un homme qui a vécu dans une société patriarcale qui lui donnait des privilèges, d'un jour à l'autre, il se trouve scruté dans ses comportements et il peut se vivre comme victime. On accorde naturellement notre empathie aux victimes. C'est un biais parce qu'on voit bien que ce statut peut être exploité pour perpétuer des dominations. Et cette empathie est d'autant plus puissante lorsque la victime passe pour innocente. On pourrait bien sûr se dire que c'est normal quand il s'agit par exemple d'un enfant assassiné. Mais là encore, Sama Karaki nous alerte sur les pièges cognitifs que crée cette caractéristique. S'attacher à une perfection de la victime renvoie aussi à notre attachement au capital innocence. Parce qu'on va avoir plus d'empathie pour ce qui est innocent. Et on va voir ce phénomène, par exemple, dans le procès de Gisèle Pelicot. On voit comment les avocats de la défense cherchaient à enlever de l'innocence de Gisèle Pelicot en creusant dans son passé, dans des événements qui n'ont rien à voir avec la situation du procès, pour lui enlever de son innocence. Madame, vous êtes exhibitionniste. À la barre, Gisèle Pelicot encaisse, puis s'indigne face aux insinuations des avocats. Et on va voir à l'opposé comment on ramenait en fait les violeurs au fait qu'ils sont gentils avec leur boulanger et qu'ils aimaient bien leur femme. Ce sont des personnes qui sont parfaitement insérées, à la fois professionnellement, à la fois familialement, à la fois socialement, puisque l'un d'entre eux, il a travaillé longtemps chez les marins-pompiers à Marseille, puis ensuite chez les sapeurs-pompiers d'Aix. Il est allé au Resto du Cœur. Ensuite, il a été transporteur comme ambulancier de personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il a consacré une grande partie de sa vie au bien des autres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les rend comme étant les coupables imparfaits et on rendait Gisèle Pelicot comme étant une victime moins parfaite. Notre empathie est très facilement manipulable. Et c'est pour ça que Sama Karaki en tire un enseignement décisif en disant qu'il est dangereux de fonder notre boussole morale sur l'empathie. D'autant que le mot d'empathie est devenu une sorte de mantra depuis quelques années. Pour Sama Karaki, cette culture de l'empathie est problématique parce qu'elle a pour effet de dépolitiser les événements en nourrissant une sorte de gratification morale chez celui qui s'émeut. Alors, culture de l'empathie, elle est au centre d'une culture de développement personnel dans laquelle je vis le monde comme une opportunité d'émancipation personnelle. Et donc, on peut, si on rentre beaucoup dans ces expériences affectives, finir par consommer l'expérience de l'autre, comme si c'était une forme de tourisme affectif dans lequel traverse son expérience, je l'immobilise dans cette expérience, je la considère comme étant transférable, et je m'en sors comme élevé moralement. Tu veux faire du volontariat pendant ton voyage en Asie, regarde cette vidéo. Toi, en tant que volontaire, on te demande de préparer les cours pendant la journée, de faire des choses pour l'association, et le soir, de donner des cours pendant au moins 2 semaines aux enfants laotiens. Et pour 100 € la semaine, tu es nourri, logé et blanchi sur place. Les réseaux sociaux participent à ce flux d'affect qui nous noie en quelque sorte dans de contenu pour qu'il soit viral, donc un contenu qui est affectif, qui ne contextualise pas, qui ne historicise pas, qui n'explique pas les situations, et donc qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Cette culture de l'empathie produit des effets pervers. Dans son livre, Sama Karaki évoque par exemple l'usure empathique, quand l'excès d'exposition à des souffrances finit par créer une saturation, voire ce qu'elle nomme un burn-out empathique. Cette usure, elle se manifeste par exemple dans le soin, l'humanitaire ou le journalisme de guerre, et peut conduire à des détresses psychiques ou encore à l'indifférence devant le mal. Un autre effet pervers de cette culture de l'empathie touche au tourisme affectif qu'elle évoquait. C'est le mythe du sauveur blanc, c'est-à-dire cette forme de paternalisme selon lequel les Blancs ont pour mission de sauver les autres peuples, en les faisant bénéficier de leur savoir et de leur capacité à raisonner. Sinon, pour revenir à ce que vous disiez là sur la situation en Égypte, le développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin, s'il n'y avait pas les Occidentaux, hein. Plaît-il? Ben rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, quand on voit le bazar que c'est dans la rue, moi je vous dis ça, c'est en toute amitié. Alors le sauveur blanc n'est pas simplement en position de sauver, mais aussi en position de comprendre. Dans l'empathie même, il y a un rapport de domination entre celui qui vit et celui qui observe, qui est confortable, et qui a ce temps, cette disponibilité et cette profondeur pour qu'il puisse se projeter dans l'autre qui ne se rend pas compte de ce qu'il vit. Donc l'autre, il est figé, il est réduit à sa souffrance, alors que celui qui éprouve de l'empathie, c'est un individu disponible, construit, civilisé en quelque sorte. Et donc le sauveur blanc,
On peut aussi parler de l'observateur blanc. L'observateur qui est dans son fauteuil, qui voit le monde défiler, qui voit les crises climatiques, qui voit les guerres, et qui n'a qu'à fournir ce travail affectif sans devoir se politiser, sans devoir s'organiser, sans devoir questionner son rôle en étant un membre d'une société qui domine et qui participe à ces crises. Il suffit de traverser la rue qui borde la plage pour se retrouver dans des secteurs encore dévastés. Pas de quoi incommoder ce touriste français. Si tout le monde fout le camp, écoutez, de quoi ils vont vivre ici? Hein? C'est vrai, il faut bien tout de même être un peu avec eux aussi, moi je trouve. Hein? Ils ne vivent que par le tourisme. Hein? Je trouve que c'est ici que le livre de Sama Karaki est très précieux, parce qu'il questionne les mécanismes profonds qui nous font embrasser une cause. Elle écrit en particulier cette phrase que j'aime beaucoup. L'appel à l'empathie comme boussole morale est exactement en phase avec l'individualisation néolibérale de la responsabilité. Plutôt que de plaider en faveur de réponses politiques et sociales à la souffrance et à l'injustice, l'appel à l'empathie est une réponse individualisée et émotive. Sama Karaki nous invite donc à distinguer deux choses. Une empathie qui écraserait l'autre sous la propre projection qu'on se fait de lui, même quand elle est bien intentionnée, et une attitude d'humilité qui tendrait à respecter son altérité, c'est-à-dire sa part inappropriable. Et ce qui me soulage avec son approche, c'est qu'elle me montre que je n'ai pas besoin de ressentir les émotions des autres pour savoir comment agir de façon morale. Il y a quelque chose de contradictoire entre parler d'altérité et parler de se mettre à la place d'eux. Parce que quand on veut se mettre à la place d'eux, on cherche une similitude et pas une altérité. Et donc, de la même façon, quand je regarde ce qui se passe dans notre cerveau, quand on éprouve de l'empathie, on voit une représentation qui se passe en soi, une explication de ce que vit l'autre à travers sa propre expérience, alors qu'en réalité, on n'est jamais l'autre. Et le fait de chercher une similitude fait qu'on séquestre d'abord la complexité de son expérience, mais aussi qu'on est dans une illusion de compréhension. Donc l'autre, il n'est jamais similaire à soi, et plutôt que de chercher ce rapprochement et cette similarité, peut-être s'intéresser plutôt d'abord au fait que l'autre est différent. Et alors justement, vous évoquez le philosophe Emmanuel Levinas qui parle d'impérialisme du même. En quoi est-ce que Levinas peut vous aider à réfléchir à cet élément-là? Il y a encore une fois cet attachement à l'image de soi comme étant la plus complexe qui fait qu'on recherche dans le monde ce qui se lie à soi, ce qui ressemble à soi et ce qui nous intéresse le plus. Et donc cet impérialisme de l'eux-mêmes, c'est d'aplatir le fait qu'il y a chez l'autre des aspérités qui ne nous rendent pas confortables. Et donc peut-être que l'altérité passerait d'abord par une réalisation qu'on est exclu de l'autre et qu'on n'est pas même, et que rechercher que ce qui nous ressemble ou chercher à ce que l'autre nous ressemble déshumanise l'autre parce qu'on lève de sa singularité. Alors, est-ce que vous appelez à jeter l'empathie en tant que telle, ou est-ce qu'il y a une place pour l'empathie dans un altruisme renouvelé qui justement laisserait cette part inappropriable de l'autre et la respecterait? On ne peut pas la jeter parce que c'est comme si on disait on jette l'attention ou on jette notre capacité de mémoriser. Donc par contre, on peut questionner la voix intérieure qui nous voit quand on réfléchit l'expérience de l'autre et de peut-être s'entraîner à la taire des fois pour mieux l'écouter. Et donc ça passe par une réalisation peut-être active que la manière avec laquelle je vois le monde, il faut que je m'en doute. Sama Karaki nous appelle à nous méfier du regard empathique, qui dépolitise la souffrance de l'autre en la réduisant à ce qu'on peut en comprendre. Et elle s'appuie sur Hannah Arendt pour restaurer la place centrale de l'écoute dans le rapport à l'autre. Je fais référence à ce que Hannah Arendt appelle rendre visite à l'autre pour ne pas rester en soi. Et donc en rendant visite, on est chez l'autre, on respecte son espace, et donc on se sépare un tout petit peu de notre façon de vivre le monde parce qu'on n'est plus chez soi. Et donc d'accepter l'inconfort qui vient avec le fait de réaliser que notre manière de vivre le monde n'est pas universelle. C'est une difficulté qui ne serait pas morale, mais qui serait d'accepter certains affects qui ne sont pas très agréables, comme celui de la honte. Je réclame la honte comme un affect transformateur, comme constructeur d'un lien avec l'autre. Si on se sent coupable d'avoir blessé l'autre, ça nous permettrait, à la prochaine fois, d'avoir une anticipation du regret de le voir blessé. Comme le rire ou la mémoire, l'empathie fait partie de notre nature humaine. Elle est évidemment nécessaire pour comprendre l'autre et prendre soin de lui.
Mais si l'empathie fonde notre humanité, le travail de Sama Karaki est très précieux parce qu'il nous appelle à nous méfier de cet affect qui est partout et toujours sélectif, et dont les biais imprègnent profondément notre société. L'empathie nous permet d'avoir des attitudes altruistes, mais il est dangereux d'en faire une boussole morale. Sama Karaki nous invite donc à questionner notre regard empathique, et à savoir le suspendre pour apprendre à écouter l'autre. Samedi 18 octobre, on vous invite à participer à un enregistrement en public des Idées larges à la Gaîté Lyrique dans le cadre du festival Et Maintenant. Laura Rem recevra l'historien Jérémy Foy pour parler des guerres de religion. Elle se demandera si les guerres civiles nous ont civilisés. Pour aller plus loin, mes sources sont en description. Et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!